Bonjour, je m'appelle André Grésis, je suis éthologue à Chancelade et vous allez maintenant écouter mon émission L'homme et le chien. André Grésis, bonjour. 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 Donc tu vas nous parler de la différence entre les chiens et les loups. Voilà. C'est sur des propos d'Alain Bernard Weiss, qui est vétérinaire à l'école vétérinaire de Toulouse et grand comportementaliste. Pour expliquer le comportement social des chiens, la plupart des spécialistes prennent appui sur ce que l'on sait ou croit savoir des loups, espèces reconnues comme étant à l'origine des chiens. Plusieurs questions essentielles auxquelles nous avons tenté de répondre doivent être abordées avant d'admettre simplement cette idée. Quels sont les différents domaines de la science qui permettent d'interpréter le comportement d'un animal, de l'éthologie aux neurosciences, en passant par la psychologie, la neuropharmacologie et l'écologie comportementale, etc. Quelles sont les bases scientifiques de l'éthologie moderne? Peut-on utiliser ces données pour expliquer le comportement des chiens? Quels sont les différents niveaux d'explication du comportement d'un animal? Les 4 questions de Tinbergen. Les 4 questions de Tinbergen que l'on va aborder dans un prochain entretien. Qu'est-ce qu'un animal domestique? Différences génétiques entre leurs ancêtres sauvages. Quelles sont les différences entre les animaux domestiques, les animaux apprivoisés et les animaux sauvages? Si l'on pense qu'il est légitime de prendre le comportement des loups comme exemple pour interpréter celui des chiens, il faut au préalable répondre aux interrogations suivantes. Les chiens sont-ils issus des loups? Le chien et le loup partagent-ils un ancêtre commun? Les chiens et les loups sont-ils des variations d'une même espèce, l'énigme biologique? Font-ils partie de la même espèce? Évolution de la notion d'espèce. On sait maintenant que le chien a exactement le même patrimoine génétique que le loup d'Asie. Donc, dans l'affirmatif, comment est-on passé des loups aux chiens? L'expérience de Belaïev sur les renards argentés, l'approvisionnement des loups. Quels sont les résultats de la domestication au plan morphologique, physiologique et comportemental? Les chiens n'ont plus grand-chose à voir avec les loups, sur tous les plans. Mis à part des similitudes morphologiques, plus rien ne les rapproche. Communication, prédation, domaine vital et territoire, organisation de la vie sociale, maturité sexuelle, fertilité, régime alimentaire. D'accord, entendu. Et donc comment expliquer ce que l'on veut à un chien? Un animal doit comprendre que si son action est suivie ou non de quelque chose d'agréable, jamais désagréable, spontanément, il reproduira ce qui entraîne un renforcement, comme pour les enfants autistes, des renforcements positifs, des renforcements primaires sous la forme de nourriture. Qu'est-ce que l'éthologie? Je vais vous lire un propos de Boris Cyrulnik. J'ai besoin de l'autre pour devenir moi-même. Rappelons qu'il est neurologue et psychiatre et une figure de l'éthologie. L'éthologie, c'est l'observation de l'animal dans le milieu naturel. L'éthologie nous fait voir comment l'empathie, l'accès au monde mental de l'autre, se met progressivement en place dans le monde des vivants. Si j'ai un lien affectif avec autrui, si je me représente le monde de l'autre, je ne peux pas tout me permettre. D'accord. Et donc, mais encore, comment expliquer l'éthologie à ta manière? Tu dirais quoi, André? Alors, l'éthologie, c'est-à-dire que on est face à des animaux, notamment pour ce qui me concerne, ce sont des chiens, et j'observe. Alors je prends mon temps, je n'interviens pas, je les laisse, et je note toutes leurs réactions. C'est-à-dire que j'ai vu des choses, des exemples de symbiose où existe vraiment de l'entraide. Moi, j'ai vu le chien de ma fille, un petit caniche, monter un monticule environ de 5 mètres, pratiquement à la verticale, ne pouvant plus redescendre. Et mes 2 bergers des Pyrénées sont montés, se sont mis en flèche et l'ont redescendu. Voilà. Et là, c'est de l'observation. Je n'interviens jamais, j'observe.
Donc c'est-à-dire les chiens, ils ont quand ils voient quelqu'un en danger, par exemple, et ils peuvent le sauver, ils vont le faire, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont cette possibilité-là. Alors, c'est pas systématique, ça dépend du caractère du chien, mais ils ont cette possibilité d'entraide. Oui. Et ils ont tendance à défendre ou sauver s'ils peuvent. Ils le font, on l'a vu en montagne, on l'a vu, mais je parle de spontanéité, moi je parle pas de dressage. Hein. Ouais, oui. Spontanément, ils vont sauver voilà, s'ils peuvent. Ils peuvent le faire. On l'a vu souvent, des chiens intervenir dans des moments très très critiques, mais le faire volontairement, c'est-à-dire sans avoir été éduqué, sans avoir reçu un apprentissage quelconque. Hein. D'accord. Et dans quel contexte ils vont sauver dans quel contexte ils se sont vus par exemple, ils ont sauvé des enfants de la noyade, par exemple. C'est arrivé. C'est arrivé. Ils sentent que un membre de ce qu'ils considèrent un membre de leur clan, de leur meute, est en danger. Donc spontanément, on l'a vu fréquemment chez les loups. Hier, j'ai fait un enregistrement où on voyait un ours vouloir s'attaquer à des petits loups, aux jeunes loups, parce que les adultes ils pouvaient pas, et toute la meute a attaqué l'ours en le mordant derrière pour le détourner de l'endroit où il y avait les petits loups. D'accord, oui. Donc toute la meute, ils vont défendre leur chiot, quoi. Absolument. Pas seulement la mère. Absolument. Donc ils ont un instinct comme ça de protecteur, quoi. Oui, ils ont un esprit d'empathie, d'aide de l'autre. On l'a vu des fois, des chiens défendre leur maîtresse si elle est âgée ou leur maître s'il est âgé. On a vu des choses absolument extraordinaires, absolument. D'accord. Que comprend un chien de nos attitudes? Alors, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, un chien peut comprendre 95% de nos attitudes. Lorsque nous, dans le même laps de temps, on va décoder 5% des leurs. Tout est dit. Il reste l'incohérence. Après, comme on ne connaît pas le chien, on n'en connaît que 5%, alors on invente, on anthropomorphisme, on prend des attitudes d'humain à humain, ça peut pas coller. Donc si l'humain apprend à être plus cohérent, plus lisible pour le chien, tout s'améliore rapidement, souvent de façon instantanée. D'accord. Et comment justement être plus lisible pour un chien? Eh bien, c'est-à-dire que le chien a un étogramme. Donc le chien comprend des choses comme les comprennent les chiens, les humains comme les humains. C'est-à-dire que si on veut penser chien à un instant, je pense à des chiens agressifs. Les chiens agressifs, si lorsqu'ils menacent, on rentre dans l'agressivité, on va faire monter l'émulsion et là on va arriver à des dangers. Si arrivant, on se pose. Si on adopte une attitude différente, on obtiendra la même chose d'un chien agressif. On va obtenir de l'obéissance. Et à ce moment-là, on ne sera pas passé par de la peur et de l'anxiété et tout va bien se passer de façon instantanée. D'accord. Et donc, quelle est la loi de Thorndike? Alors, la loi de Thorndike, que l'on appelle aussi loi empirique de l'effet, donc on est dans les années 1930. Tout acte qui, dans une situation donnée, produit satisfaction, a plus de chances de se reproduire si une situation analogue se produit à nouveau. C'est exactement ce que nous on met en place. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une position du chien qui nous plaît, on la récompense sans lui avoir demandé quoi que ce soit. Lui, par opportunisme, va comprendre immédiatement que telle position entraîne une récompense. Donc il va la reproduire. D'accord. Donc c'est ça la loi de Thorndike. Tout à fait. C'est la loi empirique de l'effet, c'est la loi de Thorndike. C'est-à-dire que c'est le père du comportementalisme. Ensuite, celui qui l'a créé, dans les années 1950, c'est Burroughs Skinner. D'accord. Et donc, la lettre du ministre, qu'est-ce que c'est? Alors, la lettre du ministre, c'est une lettre, en revanche, elle est protégée par un copyright, parce que je l'ai vue une fois
publiée sans mon consentement, je n'ai pas accepté. C'est une lettre, le ministre de l'époque, c'était dans les années 2007, par là, nous avait demandé de lui envoyer un courrier pour décrire le chien dans la ville. Donc c'était tout à fait positif au départ. Donc voilà la lettre que je lui ai envoyée. Objet, le chien dans la ville. Monsieur le ministre, au départ d'une vie de chien, l'importance du rôle de l'éleveur est primordiale. Mais est-elle suffisante? La croissance neuronale chez le chien se poursuit lors des premières semaines, d'où la nécessité d'une stimulation. Trop limitée ou trop importante, les conséquences seront fâcheuses. Favoriser le rôle de la mère, apprentissage de la morsure inhibée. Les travaux effectués à l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne, où l'on étudie l'anthropologie évolutionnaire, ont fait émerger des idées novatrices sur l'intelligence du chien. J'ai pu m'y rendre à titre personnel. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Malheureusement, chez les propriétaires de chiens, malgré une bonne volonté, on assiste à un grand malentendu. On l'aime, on l'étouffe, mais on ne le respecte pas. Qu'est-ce qu'un propriétaire sait de son chien? Sur l'intelligence, sur la notion de l'autre, peut-il mentir, sur sa façon de concevoir le monde. Alors apparaît le rôle néfaste de l'anthropomorphisme, et en désespoir de cause, on le soumet. C'est la façon la plus déplorable d'une relation. Parfois, on enchaîne avec l'utilisation du collier électrique, qui peut provoquer des micro-brûlures, pouvant dégénérer en cancer. Les colliers électriques vont développer l'anxiété. Alors on assiste à des dérèglements. Le chien qui saute, le chien qui fugue, le chien destructeur, le chien qui agresse humain ou congénère, le chien qui reçoit les invités de façon un peu trop virile. Et la situation se dégrade. On crie, on le brutalise et on s'en sépare. Je constate ces types de problèmes de façon récurrente. Les propriétaires commencent à prendre conscience que l'on peut améliorer ces dérives. On doit établir une relation harmonieuse, une véritable communication, un pont entre deux mondes. Le chien ne juge pas, il peut faire abstraction des traits disgracieux de son maître. Il peut lire l'âme. Combien de tortures a-t-il subi? Quel est le plus agressif des deux? L'homme doit élever sa conscience. Il obtiendra plus avec des méthodes non coercitives. L'empathie l'amènera vers l'harmonie. Mais tout cela n'a rien à voir avec le laxisme. Le loup alpha ne blesse pas les loueurs inférieurs, il en a besoin pour chasser. Et la définition du maître? Est-ce celui qui possède ou celui qui sait? Bravo, c'est beau, c'est beau. C'est ce que je ressens au plus profond de moi-même et c'est ce que j'ai envie que l'on adopte dans les relations avec les chiens. Et on obtient des résultats, mais fabuleux, et rapidement, et sans dérive autoritaire. Et c'est intéressant parce que je suis en train de faire ma propre émission et ça rejoint un peu ce que je dis dans mon émission. C'est ce que j'ai appris, effectivement, ça m'a fait énormément plaisir. D'accord. On va revenir sur les différences entre le loup et le chien, si tu veux bien. On va revenir entre donc la différence entre les loups et les chiens. Tout à fait. D'après toi, c'est quoi les différences fondamentales? Alors, les différences fondamentales, c'est que le chien, d'abord la louve a une seule portée par an, donc la chienne 2. Donc le loup est fidèle à la louve alpha, le chien pas du tout. Le chien, s'il croise 20 chiennes en chaleur, il va les honorer toutes les 20. Donc déjà il y a ça. Le loup ne peut se reproduire que dans certaines conditions très précises, le chien pas du tout. D'accord. Il y a plein de choses comme ça qui font que ils se sont éloignés l'un de l'autre, même s'ils ont le même patrimoine génétique. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu aimerais aborder un point en particulier? Oui, je voudrais essayer de lire quelques pensées de grands auteurs. D'abord, je voudrais parler des systèmes punitifs. Si tu veux bien. Les systèmes punitifs, d'accord. Alors, les systèmes punitifs répétés et exagérés entraînent des phénomènes anxiogènes chez le chien. D'accord. À chaque difficulté du chien pour s'intégrer, il est apporté de mauvaises réponses. Cela aura pour résultat une amplification de l'anxiété. Ensuite, il y a l'auto-récompense. Les effets que le chien a obtenus en manifestant le comportement non désiré ont agi comme une récompense. Vous devez veiller à ce que le chien ne puisse plus se récompenser lui-même.
Aussi longtemps que le nouveau comportement de remplacement n'est pas assimilé, le chien ne doit pas être confronté aux situations dans lesquelles il peut adopter le comportement générateur de problèmes. Si un chien se bat avec un autre chien, pendant un certain temps, il faudra qu'il ne se croise pas. Il ne faudra pas le laisser avec le stimuli qu'il a, sinon on n'arrivera pas à le guérir. D'accord. Alors, je peux lire maintenant quelques belles pensées. Donc quelques belles pensées donc. Alors, voilà. La première est d'un auteur dont on pensait pas, on savait qu'il s'occupait des chiens, mais après il avait mauvaise réputation, c'est Louis-Ferdinand Céline, qui a écrit « La souffrance ne peut jamais être éducative ». D'accord. Konrad Lorenz, le prix Nobel d'éthologie, de seulement penser que mon chien m'aime plus que je l'aime, je me sens honteux. Une autre pensée, trop de pression provoque le stress et la panique chez les animaux. Trop de laxisme génère l'insécurité et le chaos. Et je vais lire deux pensées de Charles Darwin. Il sera absurde de considérer qu'un être est supérieur à un autre. Des mêmes intérêts et des mêmes sentiments moraux que les animaux. Charles Darwin. Ah, d'accord. Entendu. On fait une petite pause musicale. Entendu. Entendu. Puis on va écouter Nightwish. Nightwish. C'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Donc nous sommes avec André Grésis dans son émission L'Homme et le Chien. On vient d'écouter Nightwish, le morceau Storytime. Storytime, c'est exact. Voilà, et donc on continue sur RLP 102.3. On écoute André. Nous allons parler maintenant de la socialisation. Après l'étude du développement comportemental du chien qui comporte les étapes suivantes, la période prénatale, la période néonatale, de la naissance à 2 semaines, la transition de 2 à 3 semaines, la socialisation de 3 à 12 semaines. Nous avons développé le concept de socialisation en partant de la notion d'empreinte si chère à Konrad Lorenz. Là, je veux ajouter une précision sur les propos de Alain Bernard Weiss, pour qui j'ai la plus grande admiration, c'est qu'on confond en permanence empreinte et imprégnation. Le travail de Konrad Lorenz, c'est la notion d'empreinte pour arriver aux célèbres expériences de Scott et Fuller sur 5 races différentes de chiens. Nous nous sommes attardés sur les différences raciales avant de donner une liste non exhaustive des conseils délivrés pour obtenir une bonne socialisation. Nous avons alors cerné les différents facteurs influençant l'équilibre psychologique des chiens, comme le lieu d'acquisition de l'animal, l'existence de maladies dans le jeune âge, l'isolement, l'âge d'acquisition, l'âge de la première vaccination. Enfin, nous avons insisté sur la notion d'habituation en rapport avec celle de socialisation. L'habituation, c'est quelque chose de particulier. C'est habituer le chien à tout ce qui pourrait lui faire peur par la suite, mais on le fait de façon très progressive. Il est stupide de prendre un chien, lorsqu'il est un petit peu plus vieux, et de lui faire directement traverser un marché. Alors, il peut avoir le caractère de le supporter, tout est gagné. S'il n'a pas le caractère, vous allez le payer pendant très longtemps. Donc, on le fait à distance, et puis petit à petit, on s'approche, jusqu'au jour où on traversera tranquillement le marché. D'accord. Entendu. Donc, on a fait le tour pour aujourd'hui ? Oui, on peut parler de la castration de façon rapide. La castration, chez le chien, est faite souvent de façon abusive. Nous devions répondre à la question: la castration a-t-elle un intérêt préventif ou curatif dans l'abord des problèmes de comportement chez les chiens? Je parle toujours sur les propos d'Alain Bernard Weiss. Après un bref rappel de l'existence des différentes hormones sexuelles, nous avons résumé les différentes études réalisées dans ce domaine. Les questions étaient de savoir si la castration avait un impact sur divers troubles comportementaux tels que les fugues, le marquage urinaire à la maison, le comportement sexuel excessif, l'agressivité entre chien et mâle, le marquage urinaire à l'extérieur, la peur des stimuli inertes ou sur divers types d'agressions. Sur les fugues, la castration fonctionne. Sur le marquage urinaire, sur les chevauchements entre chiens ou chiennes. En revanche, sur l'agressivité entre mâles, c'est très moyen. Ça peut, de façon très raisonnable, sur l'agressivité envers la famille, mais vraiment très peu. Sur les étrangers, c'est féminin ou nul. Sur la peur des stimuli inertes, c'est non significatif. Donc, effectivement, la castration ne fonctionne pas, surtout. Elle est souvent abusive. Moi, j'ai vu un comportementaliste sur Périgueux faire castrer un chien parce qu'il était agressif envers les étrangers. Bon, la seule chose qu'il ait perdue actuellement, ce sont ses testicules, mais l'agressivité avec les étrangers, il l'a toujours. Donc, pour moi, c'est abusif. C'est vraiment abusif. C'est même scandaleux. Donc, la castration, d'après toi, ça sert à rien, quasiment. Uniquement sur les fugues, les chevauchements et les problèmes urinaires abusifs. D'accord. Entendu. Un petit mot de fin pour terminer, peut-être ? Oui. Ce qu'on pourrait dire enfin, c'est que lorsque vous êtes face à votre chien, si vous avez la chance de l'avoir jeune, évitez les grands poncifs.
Évitez même si on vous dit un chien, il faut prendre un journal roulé c'est stupide. C'est stupide. Ne le faites pas. Vous allez le faire, vous allez créer l'anxiété, vous le paierez, mais très cher. En revanche, prenez l'habitude. Tu fais ce que j'espère que je veux que tu fasses. Tu seras récompensé. Si tu le fais pas, il y aura rien. Il vaut mieux, reprenez la devise d'Ami Canem, il vaut mieux récompenser ce que l'on veut obtenir que punir ce que l'on veut voir disparaître. Et là, vous allez avoir un chien harmonieux qui va être très très à l'écoute avec un très bon rappel. Le rappel, vous n'aurez pas rentré dans des ordres paramilitaires du haut pied, ça n'existe plus. Des mots-clés le feront qu'il arrivera à toute vitesse vers vous. Les choses, quand vous direz voiture, il plongera dans la voiture. C'est très très agréable. Là, on peut vivre en harmonie avec son chien, mais surtout pas d'excès. D'accord. André, merci beaucoup. Merci Pimon. Au revoir. Au revoir.